Alors, bienvenue aujourd'hui de affronter les intempéries et ce fait nouveau absolument essentiel aujourd'hui, je ne sais plus si c'est aujourd'hui ou hier, que effectivement nous avons terminé le cycle du printemps et que nous abordons aujourd'hui donc ce cycle absolument épouvantable qui est celui de l'été, avec donc ces tempêtes, ces orages intempestifs, sa pluie quotidienne, etc. Donc j'espère que vous n'en souffrirez pas trop. Et ben voilà, je vais donc vous parler donc de cette industrie. Dans la présentation que j'avais faite, d'ailleurs, j'avais mis très clairement que, effectivement, le secteur de la santé est souvent un secteur associé de plus en plus aux acteurs privés. Ça se passe un petit peu partout. Mais en fait, celui qui est dominant, donc parce qu'effectivement, il y a des hôpitaux qui deviennent privés, des cliniques qui deviennent privées, il y a des médecins qui pratiquent des prix extrêmement importants, etc. Mais en fait, l'élément le plus important et central, c'est le fait que tout le secteur du médicament est aux mains d'une poignée de multinationales qui sont extrêmement puissantes et imposent quasiment leurs lois. Donc c'est pour ça que j'ai plutôt, contrairement à l'intitulé de la présentation, j'ai préféré mettre ici la maladie du profit, parce qu'effectivement, dans le secteur santé, je pense que c'est le point, donc le symptôme et le traumatisme le plus grand du secteur, hein, donc avant tous les autres. Et d'ailleurs, je peux l'illustrer très facilement. À la fin de l'année, il y a deux grosses sociétés. Il y en a une qui est très très grosse, qui est Pfizer, qui est une société américaine, et l'autre société, Allergan, ou Allergan, je ne sais pas. Je suppose que comme c'est une anglo-saxonne, ça va se prononcer Allergan. En fait, c'est une société américaine qui est déjà positionnée en Irlande. Donc son siège central est déjà en Irlande. Mais, donc elles veulent fusionner. Je vais expliquer pourquoi est-ce qu'il y a ce mécanisme de fusion extrêmement important dans le secteur. Mais le montant est absolument astronomique. Ils veulent fusionner pour un montant de 160 milliards de dollars, ce qui est un record même dans le secteur. Et, point important, qui va d'ailleurs faire capoter l'affaire, c'est qu'ils veulent déplacer toute la société. Donc en fait, Pfizer, qui est basé aux États-Unis, se déplacerait, c'est la plus grosse des deux, se déplacerait en Irlande. Et donc le but est clairement d'éviter de payer des impôts, en particulier aux États-Unis. Mais vous savez qu'en Irlande, l'impôt sur les sociétés n'est que 12,5%, alors qu'il n'est que, enfin il n'est pas que, mais il est à peu près à 35% aux États-Unis. Et dans les pays européens, donc il est dans certains pays comme la France et la Belgique autour de 33-34%. En Allemagne, il est un peu moins, mais en général, 12,5% en Irlande, c'est le taux le plus bas pour l'impôt des sociétés en Europe. Alors évidemment, l'administration Obama a un peu tiqué, parce qu'effectivement, quand même, perdre de l'argent, et Pfizer fait assez bien le bénéfice, donc normalement, il rapporte un certain montant à l'administration fiscale. Donc ils ont trouvé une astuce, parce qu'en plus, ils savaient que s'ils devaient passer avec un changement de la loi au niveau du Congrès et du Sénat, ils ne passeraient pas parce qu'il y a des républicains qui sont majoritaires. Donc ils ont trouvé une espèce d'astuce pour éviter l'affaire. Je ne vais pas vous l'expliquer parce que ça c'est une combine. Et le fait d'avoir empêché le fait que Pfizer pouvait se délocaliser entièrement en Irlande a fait que, normalement, ils ont renoncé à la fusion. Mais cette affaire montre bien dans quoi on rentre. D'abord, on a des géants, hein, donc, on parle de 150 milliards d'euros. Il n'y a aucune firme en Belgique qui a un chiffre d'affaires de ce niveau. Donc ça c'est une première chose, de montrer vraiment qu'on est dans des montants absolument astronomiques. Toutes les considérations, donc considérations, est-ce que c'est mieux pour la santé, etc., elles sont balayées. Donc la seule motivation, ou la principale motivation de la fusion,
c'est un FIMO, mais ça je vais expliquer par la suite, c'est d'essayer d'associer les produits que les deux sociétés ont et sur lesquels ils peuvent avoir des rémunérations, donc c'est une logique de profit. Et la deuxième, évidemment, c'est l'évasion fiscale, qui est aussi une logique de profit. Donc vous voyez que donc, ces sociétés-là, pour elles, le but numéro, enfin pratiquement essentiel, c'est effectivement de faire du profit. Et donc en fait, orientent tout le secteur de la santé vers cet objectif-là, et l'État. Donc ici, on a vu qu'il y a une petite réponse, parce qu'effectivement, l'État allait perdre de l'argent, mais normalement, l'État, en général, va agit dans le sens et dans l'intérêt de ces multinationales-là. Et donc ça, vous allez le voir progressivement. Donc ça, c'est un petit peu ce que je vais présenter. Donc tout d'abord, comment est-ce qu'ils se sont constitués carrément comme un espèce de monopole, et comment est-ce qu'ils essayent de le garder. Et ce monopole, évidemment, a pour but de générer énormément de bénéfices qui ne vont pas, contrairement à ce que vous croyez ou ce qu'on raconte souvent, à la recherche pharmaceutique ou la recherche, mais vont essentiellement aux actionnaires. Et ça, je vais montrer aussi. Donc d'abord, comment est-ce qu'ils ont construit ce monopole? Donc aujourd'hui, il y a à peu près une quinzaine de firmes qui contrôlent l'essentiel du marché du médicament. Donc ils contrôlent 50% de tous les médicaments qui sont produits dans le monde selon l'organe qui en tous les cas fait le relevé de cela. Et donc évidemment, 50% pour 15 firmes, vous allez dire que ce n'est pas énorme, mais il faut savoir que évidemment, les firmes, elles produisent des médicaments de différents types. Et donc, si vous avez un médicament pour, je ne sais pas, l'arthrose, ce n'est pas la même chose du tout qu'un médicament pour, je ne sais pas, le cancer, ou bien pour d'autres maladies. Donc, c'est vraiment des domaines totalement différents. Et donc, dans la médecine, évidemment, il y a beaucoup de domaines, hein, parce que vous pouvez avoir des problèmes dans différents secteurs. Donc, ça veut dire 15 firmes qui contrôlent 50% du marché. Dans le secteur pharmaceutique, c'est énorme. Hein, donc si j'avais dit 15 firmes dans l'automobile contrôlent 50% du marché, bon, vous allez dire oui c'est important, mais normalement ils produisent quasiment la même chose, quoi. Ici on produit des choses complètement différentes. Et souvent d'ailleurs, ils produisent un ou plusieurs produits phares, ce qu'on appelle, je vais le citer par la suite, ce sont des blockbusters, c'est-à-dire des produits qui ramènent beaucoup d'argent à la société, et ils vont obtenir l'exclusivité totale sur la production de ce médicament-là. Il est donc strictement interdit de copier ce médicament, y compris éventuellement dans des pays autres. Donc vous voyez ici un petit peu, donc ici j'ai cité quelques secteurs. L'oncologie, c'est sur, je crois que c'est contre le cancer. Vous avez des médicaments ou des vaccins pour le système respiratoire. Bon, les intestins, qui évidemment, dans nos sociétés, sont souvent malmenés. Le système nerveux aussi, l'arthrose, les maladies cardiovasculaires, l'anti-inflammatoire, le soin féminin, évidemment, ça c'est pas avec prescription, normalement c'est effectivement spontanément les sociétés pharmaceutiques qui élargissent leur panel et qui offrent aussi des soins de beauté ou d'entretien du corps. Alors ça c'est justement le classement de 2014, je n'ai malheureusement pas le classement pour 2015, donc vous voyez un petit peu le nom des firmes que vous avez, et j'ai mis quelques médicaments phares de ces sociétés. Donc normalement la première société c'est une société suisse, Novartis, puis c'est suivi donc notre fameux Pfizer hein, qu'on retrouve, la société américaine, et qui aurait pu être irlandaise. Sanofi, ça c'est l'entreprise française. Roche, c'est de nouveau une société suisse. Merck et Johnson & Johnson, c'est des sociétés américaines. Alors Johnson & Johnson, en Belgique, on la connaît bien parce que normalement c'est Janssen Pharmaceutica. Donc Janssen Pharmaceutica, c'est la filiale de Johnson & Johnson. Et AstraZeneca et Glaxo, c'est normalement des sociétés anglaises. En fait, AstraZeneca, c'est plutôt une société anglo-suédoise, puisque c'est la fusion entre Astra, Suède et Zeneca, Angleterre. Et donc les autres qui suivent sont des sociétés américaines, hein, pour la plupart. Donc c'est essentiellement un monopole qui se situe à trois centres importants, les États-Unis, la Suisse et la Grande-Bretagne. Ça, ce sont donc il y a un petit peu la France avec Sanofi.
Mais donc vous voyez qu'ils ont en fait 50,2%. Alors actuellement, il y a une petite tendance à baisser parce que effectivement, avec l'arrivée des génériques, il y a des nouveaux acteurs qui viennent et donc qui compensent un petit peu le contrôle et la mainmise de ces 15 sociétés. Alors Bayer se trouve dans le classement un peu plus bas, donc dans les 7 suivants. Mais Bayer, c'est une société dont je vais parler assez peu parce que normalement c'est une société chimique dans laquelle elle a un département pharmaceutique très important, mais normalement c'est une société chimique. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce qu'on a constitué ce monopole? Parce qu'au départ, effectivement, il n'y avait pas ce monopole, donc il n'existait pas. Donc il s'est constitué progressivement. Et donc au départ, vous avez, à partir du 19e siècle, l'apparition de laboratoires de recherche qui vont essayer effectivement de trouver des médicaments. Ils vont trouver, et donc un certain nombre vont retrouver effectivement des médicaments très utiles et très importants. L'habitude, c'est qu'ils font évidemment des tests parce qu'ils n'osent pas comme ça mettre les médicaments comme tels, parce que c'est un certain risque, mais les tests étaient relativement assez simples et pas extrêmement suivis. Et donc il va se passer à la fin des années 50 un accident avec un médicament qui s'appelle le thalidomide, excusez-moi de lire parce que je ne suis pas spécialisé en médicaments, j'ai mis entre parenthèses Sostenon parce que c'est sous ce nom-là qu'en Belgique il a été commercialisé, et qui était normalement un médicament qui calmait les douleurs dans le cas des femmes enceintes. Et le problème qui s'est posé par la suite, c'est que suite au fait qu'on n'avait pas fait assez de tests, eh bien, les enfants qui naissaient pouvaient être mal formés. Et donc il y a eu effectivement une action publique. Et au début des années 60, d'ailleurs, le médicament a été complètement supprimé. Et donc, enfin progressivement, hein, parce qu'il y a certains pays, ils ont traîné pour le supprimer. Et évidemment, suite à ça, les autorités publiques ont demandé qu'effectivement, il y ait des contrôles et des tests beaucoup plus affirmés, parce qu'effectivement, on ne voulait pas recommencer le même phénomène et avoir le même problème. Donc, à ce moment-là, l'industrie, évidemment, a crié au scandale qu'effectivement, on veuille réglementer un secteur. C'est quand même beaucoup mieux de laisser le marché faire ce qu'il veut. Et puis, subitement, dans le milieu des années 70, les plus gros laboratoires se sont dit, mais en fait, c'est peut-être pas une mauvaise idée d'avoir cette réglementation aussi forte, parce que ça va nous donner l'occasion de faire des tests très longs, parce qu'il va falloir tester, retester, refaire des tests. Donc il faut tester le médicament, voir ses effets secondaires. On essaye d'abord sur les animaux, puis on essaye sur l'homme. On doit voir si effectivement le médicament est efficace. Donc on va faire un test avec un cercle de personnes témoins et puis un cercle de personnes qui effectivement prennent le médicament. Donc il y en a un qui prend un placebo et l'autre le médicament pour voir si effectivement il y a un effet et c'est pas un effet psychologique, etc. Donc ça va être un test très long. Donc ça veut dire que pour les plus petits laboratoires, évidemment, ils ne vont pas pouvoir immobiliser leurs capitaux très longtemps puisque au moment où on trouve le médicament et le moment où on va pouvoir le sortir et le vendre et donc rapporter de l'argent, il y aura un temps extrêmement long. Donc il faut, alors à ce moment-là, mobiliser beaucoup de capitaux auparavant pour pouvoir effectivement faire ce genre de mesures. Et deuxième chose, c'est qu'une fois que le médicament est homologué, eh bien à ce moment-là, on va avoir le monopole, l'exclusivité totale sur le médicament. Et donc à ce moment-là, vous pouvez imposer vos prix. Parce que vous dites, voilà, le médicament est homologué, alors à ce moment-là, vous payez très cher le médicament. Et alors s'il est remboursé, c'est la sécurité sociale qui paye, et s'il n'est pas remboursé, c'est le patient. Même avec la sécurité sociale, il y a une partie que vous payez, mais vous payez normalement beaucoup plus bas que ce qui est demandé. Et on voit ça très bien pour la région pour laquelle on peut avoir effectivement des données assez pointues et assez fiables sur l'évolution des prix. Donc j'ai fait la comparaison entre l'évolution des prix globaux qui est en blanc et l'évolution des prix des produits pharmaceutiques, donc des médicaments et des vaccins, en jaune. Et donc vous voyez très bien que de 50 à 74, en fait, le prix des médicaments et des vaccins augmente moins vite que l'indice des prix général
de tous les biens et les services. Entre 74 et le début des années 80, la croissance des prix est à peu près identique. Et à partir de ce point-là, donc je pense que c'est 82, eh bien on voit très clairement que l'indice des prix augmente beaucoup moins vite que l'indice des prix des médicaments. Donc vous voyez qu'ils se sont constitués grâce à ce mécanisme-là en monopole, et donc ils ont pu imposer les prix, et donc ils en ont profité largement. Pardon. Donc le but, ça a été vraiment de créer à partir de ce moment-là des grosses entreprises. D'ailleurs, moi qui suis un petit peu les multinationales de manière générale, j'ai pu constater que dans les années 70, 60, 70, les géants pharmaceutiques, ils n'étaient pas nombreux. Donc c'était surtout des géants pétroliers, des sociétés automobiles, des sidérurgistes, etc. Ça, c'était les grosses entreprises à l'époque. Mais à partir du début des années 80, il va y avoir un changement et un certain nombre de grosses entreprises pharmaceutiques vont apparaître et ils vont commencer à truster les places les plus hautes dans les classements des plus grosses multinationales du monde. Comme je l'ai dit, le but, c'est à un moment donné de pouvoir avoir un médicament qui reçoit l'exclusivité, donc qui est censé traiter une maladie et qui donc a reçu l'agréation des autorités, de faire payer. Donc, normalement, à partir du moment où une firme dit « j'ai trouvé une molécule », et donc je fais breveter ma molécule, ils ont une période de 20 ans pendant laquelle, effectivement, cette molécule ne peut pas être copiée. Donc, ce qui interdit évidemment aux autres de pouvoir faire le même médicament, le générique éventuellement. Mais, évidemment, il y a toute une période pendant laquelle, donc, quand on découvre la molécule, et le temps où le brevet est terminé, évidemment, il y a toute une période où il va y avoir l'obligation de faire des tests et des choses comme ça. Donc voilà, ça se passe à peu près comme ça. Donc, primo, il y a la découverte d'une molécule. Donc à ce moment-là, on la fait breveter. Donc là, normalement, on ne peut plus la copier. Elle a l'exclusivité, enfin la société qui a déposé le brevet a l'exclusivité. À partir de la molécule, il faut créer un médicament ou un vaccin, ça dépend un petit peu de quoi il traite. On fait d'abord des tests précliniques. Bon, ici, j'ai fait une photo de petites souris, parce qu'en général, c'est souvent les souris qui écopent de la peine de devoir subir ces tests. Puis, une fois que on a testé un petit peu et on voit un petit peu quels sont les effets attendus du médicament et les effets secondaires possibles, etc., on fait des essais cliniques qui sont effectivement très longs. Donc ça, c'est normalement en principe la période la plus longue, parce qu'il faut effectivement trouver des gens qui sont d'accord pour pouvoir faire ces tests. Pour arriver enfin à l'autorisation officielle, lorsque les tests normalement sont positifs, hein, donc s'ils sont négatifs, normalement c'est un coût éventuellement pour la société. À ce moment-là, l'autorisation officielle, on a effectivement l'exclusivité sur la molécule et donc le médicament, et 20 ans après, le brevet passe dans le domaine public, et à ce moment-là, seulement, on peut faire des génériques. Excuse-moi, les essais cliniques, c'est payé par la firme aussi, oui. Pas l'État. Non. Et je peux poser une question? Oui. Les brevets sur les plantes et les herbes et certaines autres choses qu'on trouve, qu'eux trouvent dans leurs rechercheurs, dans les jungles par exemple de l'Amazonie, c'est important à mentionner aussi parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont incluses dans leur recherche qui font partie de la nature générale. Oui, mais donc ça, à mon avis, c'est plus une société de cadre chimique, parce qu'avec la plante, tu peux faire beaucoup de choses. Tu peux faire un médicament, tu peux faire d'un produit agricole, des semences et d'autres choses. Donc c'est plutôt l'objet d'une société chimique. Ici, je parle spécifiquement d'une entreprise pharmaceutique, et donc elle a besoin d'avoir normalement une molécule. Oui, mais eux, ils ont engagé des chercheurs, des équipes qui traînent dans les jungles de l'Indonésie, Brésil et autres pays oui. Pour exactement monopoliser oui. des plantes et des herbes qui sont en usage des peuples aborigènes. Oui, bien sûr. Mais ça,
ils vont les protéger pour leur profit, Oui. leur pharmaceutique. Donc ça, de toute façon, donc ça se passe souvent, mais ça, c'est pas propre à l'industrie pharmaceutique, c'est de manière générale. Effectivement, les Occidentaux insistent beaucoup sur la propriété intellectuelle et donc les brevets. Donc dès qu'eux trouvent quelque chose, ils font un breveté. Dans les autres pays, en particulier les pays du tiers-monde et certainement dans les cultures aborigènes, il n'y a pas de brevet. Donc effectivement, dès qu'eux, ils ont découvert quelque chose, ils ne le brevettent pas, mais la société peut venir et dire « Ah oui, mais c'est nous qui l'avons découvert, et eux l'ont pas fait breveter, donc nous on va le faire breveter, et c'est donc à nous. » Mais ils ne peuvent pas confisquer des cultures. Ils peuvent... Ils sont en train de faire justement ça. Normalement, en principe, le premier qui dépose le brevet, effectivement, a l'exclusivité. Mais que c'est une propriété de la nature et de la humanité, héritage mondial, ils volent ça illégalement. Mais normalement, une molécule aussi, hein, d'une certaine manière. C'est un héritage de nature. Oui, mais on parle ici des plantes, des êtres qui sont déjà un résultat d'une évolution et pas des labos. C'est différent, c'est pas la même chose. Donc en général, donc le processus que je vous ai montré là, donc ici, jusqu'à l'autorisation officielle, donc ça dépend un petit peu du médicament, ça prend entre 8 et 12 ans. Mais donc c'est une période assez longue, parce que ça veut dire que normalement, la société pharmaceutique va immobiliser les capitaux pendant 8 et 12 ans, et peut-être que, donc ça arrive aussi, que à l'arrivée, c'est un flop, parce que les effets sont trop importants, les effets secondaires sont trop importants, et donc il n'y aura pas d'autorisation. Donc il y a de toute façon dans tout le processus une mobilisation d'un capital extrêmement élevé, ce qui vont dire que toutes les firmes pharmaceutiques vont commencer à chercher à se capitaliser. Donc justement, elles vont essayer d'accumuler de l'argent et des capitaux pour pouvoir justement se permettre cette période assez longue pendant laquelle elles ne peuvent pas utiliser leurs molécules et leurs découvertes de manière marchande. Mais après, c'est l'inverse, c'est-à-dire que dès que le processus est agréé, dès qu'il y a l'autorisation des autorités, en général c'est les autorités américaines et européennes qui sont les plus importantes dans ce domaine-là, dès qu'il y a l'autorisation, hop, ils peuvent mettre le médicament en route, et alors là effectivement, il y a cette exclusivité qui leur permet d'imposer des prix extrêmement élevés. Mais ça veut dire aussi que donc il faut trouver ces médicaments. Donc parfois ils font des périodes de recherche, de trouver des molécules, etc. Mais ça ne débouche sur rien. Donc ça évidemment c'est une perte pour eux, pour ces sociétés en tous les cas. Et donc tout ce processus va amener à ce qu'il y ait énormément de fusions dans le secteur. Donc dans toutes les sociétés que vous prenez, vous pouvez prendre n'importe laquelle, vous avez une histoire qui est composée essentiellement de fusions. Parce que justement, il faut capitaliser énormément et il faut trouver ces fameux blockbusters, c'est-à-dire ces produits phares qui vont générer énormément d'argent et de rentrées. Donc ici, je vous ai donné Pfizer. Ça, c'est déjà avant même la fusion qui était envisagée avec Allergan. Ben déjà, vous voyez que c'était une société qui était déjà composée et elle est créée à partir d'un nombre incalculable de fusions. Donc vous voyez que les laboratoires au départ ont démarré à la fin du 19e siècle, mais que donc les derniers éléments, donc vous voyez que la plupart des rachats, des fusions, ça date un petit peu depuis les années 80, et donc c'est à ce moment-là qu'effectivement on va avoir beaucoup de ces fusions pour constituer vraiment des géants. Et donc vous voyez que Monsanto apparaît là, donc effectivement, parfois on fait un petit détour, parce que normalement Monsanto fait plutôt c'est une société chimique au départ, hein, mais ils font plutôt des engrais, des choses comme ça. Pourquoi il est mieux Monsanto ? Parce qu'ils se sont séparés. Parce que justement, normalement, la société, donc ici c'était Upjohn Pharmacia, enfin Pfizer déjà, elle veut se concentrer sur l'industrie pharmaceutique, et donc elle avait une autre industrie qui ne l'intéressait pas en tant que telle, qui ne lui apportait pas un plus. Donc ils ont séparé les deux. Il n'y avait pas une synergie entre les deux secteurs.
Donc, comme j'ai dit, ils essayent de trouver des blockbusters, c'est-à-dire des médicaments qui sont phares et qui vont leur apporter énormément d'argent. Et donc, ces médicaments, d'ailleurs, c'est typique. Donc, l'idée d'avoir ces médicaments, c'est pas que ce sont des médicaments qui sont vraiment utiles à la santé ou qui peuvent sauver des vies humaines énormes. C'est essentiellement des médicaments qui permettent des grosses rentrées d'argent parce qu'effectivement, il va y avoir un marché potentiel qui permet d'acheter ces médicaments-là. Donc c'est pour ça que, normalement, ici j'ai pris l'anxiolytique, mais je pourrais prendre tout ce qui est maladie cardiovasculaire ou maladie nerveuse ou bien le gastro-intestinal, puisque nous avons beaucoup de problèmes de digestion, etc. Donc tous ces médicaments-là vont évidemment être privilégiés par rapport à des choses qui se passent effectivement dans le tiers-monde, comme par exemple le traitement contre le paludisme. C'est clair qu'en termes de santé publique générale, la lutte contre le paludisme, et je pourrais prendre d'autres exemples de maladies qui existent massivement dans le tiers-monde, eh bien, on ne trouve pas des médicaments, mais on ne cherche pas non plus parce qu'effectivement, ça n'a pas énormément d'intérêt, puisque potentiellement, c'est les gens qui sont soumis à ces maladies-là, eh ben, ne sont pas des gens qui peuvent effectivement acheter facilement ces médicaments. Donc c'est bien plus intéressant de développer la technologie médicale dans les domaines où effectivement il y a un marché potentiel et où on peut effectivement acheter ces médicaments. Oui. Et pour ce côté plutôt intérêt sauver des vies humaines, il n'y a pas de la recherche publique qui est faite? Il y a de la recherche publique, oui. Mais bon, je vais parler de la recherche un peu plus tard. Donc ici, on voit très bien que le but de cette concentration, c'est d'avoir énormément de profits. Et donc le fait qu'il y a cette concentration de capitaux, d'une part, et puis cette monopolisation, donc cette exclusivité de produits, va permettre effectivement que le secteur pharmaceutique va faire des profits beaucoup plus élevés que la moyenne de l'industrie et de manière générale beaucoup plus élevés que la plupart des autres secteurs. Et donc moi ça m'a étonné, parce qu'effectivement je ne me suis pas intéressé, donc normalement pour savoir ma petite histoire, mais c'est pas très intéressant, mais je vais expliquer un petit peu. Ma spécialité en principe c'est l'industrie automobile, donc je connais mieux l'industrie automobile que l'industrie pharmaceutique. Mais au moment où je suis les sociétés, les plus grosses sociétés, pour voir comment elles évoluent, j'ai été frappé au moment de la crise économique que tous les secteurs sont affectés de manière plus ou moins importante. Donc l'industrie automobile certainement, mais d'autres secteurs aussi. Donc on voit leurs bénéfices baisser, etc. Et il y a un secteur où c'est pas éventuellement une société ou deux sociétés qui tireraient l'ensemble du secteur à la hausse, mais c'est toutes les sociétés pharmaceutiques. Elles, leurs bénéfices ne bougent pas. Donc je me suis étonné, comment est-ce que c'est possible que ce secteur-là, effectivement, eh bien, tous les autres, ils subissent la crise, et ce secteur-là, pas du tout. Donc je me suis intéressé subitement pour savoir pourquoi, effectivement, ce secteur-là, globalement, n'avait pas cet effet que normalement les autres secteurs avaient. Et donc vous voyez ça, ça c'est un calcul que j'ai fait personnellement sur base des grosses entreprises. Donc la ligne verte représente le taux de profit, donc le taux de profit c'est le bénéfice net rapporté au fonds propre. Ah, donc il y a certains qui ont vu, qui étaient là la fois passée, c'est plus ou moins ce que je veux dire. Mais donc le fonds propre, normalement c'est les fonds que les actionnaires et l'entreprise apportent et que, effectivement, ils investissent. Et donc le bénéfice net, évidemment, c'est le total de ce que normalement rapporte l'entreprise. Et donc le rapport, vous voyez qu'effectivement, pour l'ensemble des entreprises industrielles, bien, il se situe plus ou moins dans les zones entre 10 et 15%, à peu près. Ouais, avec une pointe à la fin des années 2000. Par contre, vous voyez que le secteur pharmaceutique, à partir des années 80 de nouveau, parce qu'effectivement, donc les dernières années sont année par année, mais les premières, c'est par période, hein, donc c'est par tranche. Donc il faut faire attention à ça. Mais donc vous voyez très bien qu'à partir des années 80, où normalement encore, là, les profits sont à peu près identiques à celui de la moyenne de l'industrie, à partir de là, eh bien, ils ont grosso modo à peu près entre 10 et parfois même 15% de taux de profit en plus que la moyenne industrielle. Donc c'est quand même assez important. Et donc c'est pas un effet
momentané, c'est vraiment un effet permanent. Et là, vous voyez d'ailleurs que avec la crise de 2009, le taux de profit des firmes industrielles chute et que, effectivement, le taux de profit des sociétés pharmaceutiques, lui, bouge pratiquement pas. Alors ça, c'est effectivement le profit réalisé par l'industrie pharmaceutique. On voit sa montée. Alors ici, j'ai rapporté, donc c'est pour ça que j'appelle ça le profit réel, c'est-à-dire que j'ai éliminé les effets normalement de l'inflation. Donc pour avoir effectivement de pouvoir comparer que normalement le chiffre de 1990, ben, il est comparable quasiment au chiffre de 2015. Donc vous voyez qu'il y a une montée très nette jusqu'au moment de la crise. Donc au moment de la crise, là l'effet n'est pas immédiat. Donc il y a une petite baisse. Il y avait une petite stagnation avant. Et je vais montrer pourquoi est-ce qu'il y a quand même un petit ralentissement dans l'augmentation des profits des secteurs pharmaceutiques. Mais vous voyez quand même que normalement, c'est une progression. Alors, on voit très bien que cette progression n'est pas du tout liée à l'emploi. Donc ça veut dire que normalement, l'emploi a même baissé globalement sur la période, alors que globalement, les profits ont augmenté. Donc actuellement, l'emploi est relativement stable. Et aussi, j'ai voulu montrer l'évolution de la recherche, des dépenses de recherche, par rapport aux dépenses, enfin à ce qui est distribué comme dividende. Bon, j'ai rapporté sur le même indice, c'est-à-dire le chiffre d'affaires, de savoir combien il représentait. Bon, normalement, le fait que les recherches augmentent, ça veut dire que il faut de plus en plus de recherches pour trouver ces fameux blockbusters. Donc là, effectivement, il y a une nécessité pour ces sociétés d'avoir des capitaux nécessaires pour pouvoir justement financer des recherches qui, normalement, et ça je vais montrer après, rapportent de moins en moins. Mais néanmoins, vous voyez que normalement la courbe est plutôt en ce qu'on appelle, elle est plutôt concave, je pense. Hein, c'est comme ça que. Donc elle est plutôt. Pardon? Concave. Donc elle est plutôt occupée à s'abaisser, alors que je dirais pas que l'autre est convexe, mais en tous les cas l'autre est continu, c'est-à-dire que les dividendes ne cessent d'augmenter et augmentent de manière assez régulière et importante. Alors ça, c'est un autre tableau où je montre l'évolution des dividendes. Donc c'est nouveau cette progression continue des dividendes. Mais donc ça se rapporte aux chiffres de l'échelle de gauche. Donc ça, c'est en milliards à l'échelle de gauche. Mais par contre, ce qui est intéressant aussi, c'est l'échelle de droite, parce que ça rapporte les dividendes par rapport au profit net. Donc qu'est-ce que fait une entreprise avec un profit? Eh bien, il y a grosso modo deux possibilités. Ou bien elle les verse aux actionnaires. Donc à ce moment-là, c'est ce qu'on appelle les versements des dividendes, ou bien elle les conserve dans l'entreprise et l'investisse, enfin le met dans les fonds propres, et donc ces fonds propres, normalement, c'est pour investir. Et donc vous voyez très bien à quoi servent les bénéfices des sociétés pharmaceutiques. Donc elles ne servent pas du tout à créer de nouveaux investissements, etc. Au contraire, on voit très bien qu'à partir des années 2000, elles servent de plus en plus à verser de l'argent aux actionnaires. Et donc on est dans une situation où quasiment 60% du bénéfice net est versé comme dividende aux actionnaires, et parfois ça va même plus haut, ça atteint presque 70%. Donc l'essentiel... C'est tout le secteur industriel, ça c'est plus. Non, c'est moins. Oui, ça... non, c'est pas... par exemple, ici on a des sociétés, ce sont des sociétés internationales. Donc normalement, ceux qui versent le plus facilement des dividendes, ce sont les sociétés américaines. Les sociétés européennes et japonaises, par exemple, mais ici il n'y a pas de japonais pour l'industrie pharmaceutique, mais en général, ce sont des secteurs qui versent beaucoup moins facilement des dividendes et gardent plus facilement de l'argent dans l'entreprise. Mais ici, c'est tout le secteur. Donc ça veut dire tout le secteur suisse, britannique, français, etc. Tous versent énormément de dividendes. Donc en fait, cet argent-là ne sert pas à la recherche, il sert vraiment à l'enrichissement des gros actionnaires des sociétés pharmaceutiques, qui sont en général d'ailleurs des fonds financiers. Hein. Donc c'est des fonds... enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais parce que sinon je suis obligé d'expliquer, mais ce sont des fonds d'investissement, des choses comme ça. Oui, c'est ça.
C'est eux qui sont les principaux actionnaires. Alors comment est-ce qu'on va faire pour conserver l'exclusivité? Parce que évidemment le problème, c'est d'avoir toujours en permanence ces blockbusters. Et donc à un moment donné, donc, si on a découvert un blockbuster en 1990, et que ça rapporte beaucoup, ben, aujourd'hui il est fini, hein, donc il est dans le domaine public. Hein. Donc il faut en permanence trouver des nouveaux produits qui vont faire en sorte que on a ces produits qui vont rapporter énormément. Et donc les sociétés, pour l'instant, elles jouent à ça, les sociétés pharmaceutiques. Elles n'investissent pratiquement plus dans la recherche même, fondamentale, et donc là, effectivement, de plus en plus, la recherche fondamentale est dans les mains du public. Et donc si jamais il y a, le public trouve quelque chose, évidemment, il va y avoir une bataille. Donc il y a deux possibilités, ou bien les chercheurs vont eux-mêmes se transformer et se constituer en petites sociétés qui vont mettre en activité leur découverte, ou bien les gros morceaux vont essayer de se battre pour avoir effectivement le brevet. Oui. Mais j'ai vu qu'il y a beaucoup de ces recherches qui se font dans ce domaine public avec les universités, surtout en Amérique, en Angleterre, en Allemagne, en France et en Italie, en Suisse, qui sont financés par nous, les citoyens, par la taxe, par le public. Et beaucoup de ces résultats et les gens les plus qualifiés sortent de ces universités pour être embauchés par ces pharmaceutiques. Oui, c'est ce que je viens de dire. Hein. C'est-à-dire qu'il y a deux possibilités, ou bien effectivement, ils trouvent que leur découverte est tellement sensationnelle qu'ils peuvent l'exploiter eux-mêmes, et donc ils se constituent eux-mêmes en petites sociétés. Oui, mais alors c'est nous qui finançons. Oui, absolument. Bien sûr. C'est nous qui finançons ce type de comportement. Absolument. Et donc, les sociétés, donc les départements de recherche des sociétés mêmes n'ont plus pour l'instant le but de trouver vraiment des grosses trouvailles en termes de médicaments. Alors, qu'est-ce qu'ils font essentiellement? Donc, ils essayent justement d'utiliser un certain nombre d'astuces pour prolonger le bénéfice de l'exclusivité de leurs médicaments. Alors, première chose qu'ils peuvent faire, c'est changer légèrement les molécules. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont découvert une molécule au départ, qui effectivement a montré une certaine efficacité, et puis, en deuxième lieu, après 20 ans, ils vont changer légèrement la molécule, en disant que, ou peut-être pas 20 ans, parce qu'ils savent que, évidemment, ça va tomber rapidement dans le domaine public. Donc, un peu avant les 20 ans, ils vont changer légèrement la molécule en disant que l'effet avec le changement est vraiment bénéfique et très important, et ça permet qu'effectivement l'ancien médicament est complètement dépassé et qu'absolument il faut le nouveau médicament. Et donc, ils sont repartis pour une période de 20 ans d'exclusivité. Donc ça, c'est une première possibilité. Deuxième possibilité, c'est ils vont produire eux-mêmes les génériques. C'est-à-dire que quand ils savent que le produit va tomber dans le domaine public, eh bien, ils vont mettre eux-mêmes le générique en marche, et ils vont évidemment le faire à un prix plus élevé que normalement ce qu'une société qui produit des génériques le ferait. Mais évidemment, étant donné que c'est eux qui ont la connaissance de la molécule, de la production, ils ont un avantage épouvantable sur les autres. Hein, donc les autres, ils doivent se dire, on doit se battre contre celui qui connaît le médicament. C'est beaucoup plus difficile de venir le concurrencer et de venir avec un médicament, même si on a la possibilité de le faire à un prix plus bas. Alors, troisième possibilité, c'est qu'au moment où il va y avoir le passage, les sociétés pharmaceutiques vont inonder les concurrents potentiels dans des actions judiciaires, en disant, vous êtes occupé à copier mon médicament alors que vous n'avez normalement pas le droit. Et donc la justice, donc on se plaint beaucoup que effectivement la justice n'a pas de moyens, etc. Mais une des raisons pour lesquelles elle n'a pas de moyens, c'est que les sociétés industrielles ou même financières font énormément de procès dès que c'est possible. Et donc le but du procès, c'est pas essentiellement de le gagner. Le but du procès, c'est faire peur, c'est faire perdre du temps. Donc les sociétés actuellement, donc, ils ont évidemment un cabinet, enfin une panoplie ils ont des cabinets d'avocats, etc., des avocats qui sont généralement spécialisés
hein, donc qui sont pratiquement employés de la firme, et qui, effectivement, déposent sans cesse des accusations, et donc, effectivement, à ce moment-là, on fait une prolongation, et donc pendant toute la prolongation du procès, ben, l'autre ne sait pas produire, donc il est bloqué. Donc ça, c'est quelque chose qu'ils font. Et alors, un dernier élément qu'ils font aussi, c'est essayer de fidéliser à la marque. C'est-à-dire que, de plus en plus, d'ailleurs, vous voyez, c'est pour ça qu'il y a des publicités pour des sociétés pharmaceutiques, ce qui, normalement, c'est à peu près contraire à l'éthique, hein, parce que pourquoi est-ce qu'on ferait de la publicité pour un médicament? Normalement, c'est les médecins qui les prescrivent, donc c'est lui qui devrait savoir exactement ce qui est le mieux. Mais donc, en fait, les sociétés pharmaceutiques font quand même de la publicité pour des produits qui ne sont pas prescrits, et avec l'idée de fidéliser les gens, c'est-à-dire que les gens qui, par exemple, sont conquis par un produit, par exemple un produit d'entretien ou de beauté, etc., c'est-à-dire, bah oui, effectivement, cette marque-là, je lui fais plus facilement confiance, et donc, éventuellement, s'il y en a un autre médicament, ben, il fera aussi éventuellement plus confiance. Par exemple, Bayer essaye de populariser son aspirine. Hein, donc, il est occupé à faire de la publicité, pratiquement de la propagande, pour dire que l'aspirine, en fait, prendre une aspirine par jour, c'est très bien. C'est très bon. Donc il y a un spécialiste, moi je ne suis pas spécialiste, hein, mais je peux comprendre l'idée de ce spécialiste qui effectivement remarque que dire que normalement faire produire un produit par jour, automatiquement c'est bon. Je ne sais pas si c'est de la grande santé publique. Mais donc, voyez, ça, ce sont toutes les méthodes. Mais donc, vous voyez qu'on n'est vraiment pas du tout dans la question de la santé publique, l'intérêt des gens, etc. On est vraiment dans la marchandisation de toute la médication et de trouver toutes les astuces possibles et imaginables dans les interstices des législations pour que les sociétés pharmaceutiques conservent l'exclusivité, puisque, effectivement, c'est cette exclusivité qui leur permet de gagner énormément d'argent. Avec ça, il y a l'autre facette. Donc ça, ce sont des trucs qui sont faits par les sociétés elles-mêmes, et évidemment avec une certaine complicité des autorités publiques, mais normalement, là, les autorités publiques ne sont pas encore partie prenante. Mais évidemment, les sociétés pharmaceutiques font bien davantage. Elles vont effectivement essayer d'influer sur les comportements à la fois des hommes politiques, puisqu'ils sont des décideurs, et aussi... Enfin, des hommes politiques, c'est même pas simplement des hommes politiques, c'est parfois des fonctionnaires, hein, puisque à la tête de l'agence qui autorise les médicaments, en général, ce sont des fonctionnaires, donc des fonctionnaires et des scientifiques. Et donc, ils vont effectivement faire en sorte que l'ensemble du secteur soit vraiment inondé de gens qui sont liés d'une certaine manière avec telle et telle firme. Et donc, ça, on voit de manière presque permanente. Donc, quand il y a des conseillers scientifiques pour, par exemple, décider l'homologation d'un produit dans une institution qui autorise les produits, on voit qu'il y a des gens qui ont participé par le passé à telle et telle grande entreprise pharmaceutique, etc. Alors évidemment, on justifie ça en général par le fait que, évidemment, ils ont l'expérience de savoir comment est-ce que le médicament et la machine pharmaceutique fonctionnent, mais évidemment, il a aussi toujours le carnet de... Il y a les pressions, mais aussi la connaissance. Donc ça veut dire que dès que la société sait que son médicament va passer à l'homologation, elle a encore ses contacts avec l'ancien qui a travaillé chez elle pour savoir comment ça avance et savoir si ça ne peut pas avancer plus vite, etc. Donc, ça c'est un premier élément. Donc, on fait breveter de manière plus facile les molécules grâce à ça. Il y a aussi beaucoup de mécanismes où on va taire les effets secondaires. C'est-à-dire qu'effectivement, on va constater qu'il y a des effets secondaires, mais on va les minimiser. Ou on va parfois même carrément les taire. On va nous dire, effectivement, on a constaté ça, mais vous n'en dites pas un mot. Et alors, l'autorité publique... alors, l'autorité publique, là, effectivement, peut être soumise à deux possibilités. C'est ou bien
elle n'a pas les moyens pour effectivement vraiment enquêter et de voir si effectivement cet effet secondaire n'est pas réel et pas minime ou inexistant comme le dit la firme, ou bien elle va de la même manière taire et minimiser parce qu'effectivement elle a des intérêts avec la firme qui produit les médicaments. Parce que les tests, ils sont tous menés par les cliniques. Et donc, Oui, bien sûr. Il Oui, n'y a aucun moyen oui de savoir exactement. quels sont... Oui, absolument. Et refaire les tests coûte très trop Oui, cher. oui. Donc, jamais. Oui, de fait, donc le fait que ce sont les tests soient faits par les sociétés pharmaceutiques elles-mêmes, évidemment, ça donne un avantage terrible à la société parce qu'elle peut dire effectivement tel effet n'existe pas parce que c'est elle qui a fait les textes, qui a fait les tests. Elle fait aussi les textes. Maintenant, sur les notices, on voit une surabondance d'effets secondaires. On se pose aussi des questions par rapport à ça. Et quand tu lis les notices pharmaceutiques, ça n'en manque pas. Hein. Oui, oui. Non, non, tu dois prendre presque toute la soirée pour pouvoir lire. Donc je veux dire, pourquoi c'est trop c'est par prudence Oui, je pense qu'il y a certainement une prudence, parce qu'effectivement, c'est un moyen de dire que si effectivement il y a un effet secondaire et que le patient va porter plainte, l'effet est épouvantable. Ça, c'est effectivement l'effet le plus terrible aux sociétés pharmaceutiques. On l'a bien vu avec le Mediator. Hein, donc on a vu que là, c'est évidemment encore plus grave, mais chaque fois qu'une société est condamnée, bah, c'est son image de marque à qui on a porté atteinte. Et donc ça, c'est terrible pour elle. Donc on a bien choisi de discuter de l'industrie pharmaceutique comme exemple, donc pour montrer exactement comment ça se passe avec des choses concrètes et comment est-ce que effectivement. Donc au départ, il y avait ces laboratoires de recherche qui effectivement pouvaient avoir toute une série de raisons qui pouvaient être, je dirais pas sentimentales, mais qui avaient des perspectives morales, etc. Et qu'aujourd'hui, effectivement, toutes ces perspectives-là, donc c'est ce que j'ai dit même dès le départ, toutes ces perspectives-là sont éliminées, et que donc le seul critère qui entre en compte, c'est la recherche du chiffre, comme tu dis, où il y a des bénéfices pour ces entreprises-là, et qui vont d'ailleurs alimenter, non pas la recherche, mais qui vont alimenter les actionnaires de ces sociétés-là. Tout à fait. Donc, le point qu'effectivement, au niveau des lobbies et des experts, évidemment, l'industrie pharmaceutique va essayer d'influer très fortement, parce que, évidemment, avec tous ces tests, l'expertise va devenir essentielle. Comme j'ai dit, donc c'est suite à un incident, c'est carrément un accident d'un médicament, que tout ce mécanisme a été mis en branle. Et donc, il y a des tests, donc il y a de la recherche, il y a de l'homologation, etc. Donc il y a toute une série de raisons pour lesquelles effectivement l'industrie pharmaceutique a intérêt à effectivement prendre le contrôle des décideurs et des gens qui ont la possibilité aussi de faire les recherches dans le domaine médical. Donc, qu'est-ce qu'ils vont essayer sur les facteurs sur lesquels ils vont essayer de jouer? Donc il y a la réglementation, bien sûr. Hein, donc ça c'est de manière générale de dire voilà effectivement la réglementation impose aux sociétés pharmaceutiques ceci. Donc au niveau européen, il faut le savoir que la plupart des réglementations sont faites actuellement dans un consensus pratiquement absolu entre les responsables européens et les sociétés pharmaceutiques. Donc il y a eu plusieurs, comment on appelle ça, ce qu'on appelle des groupes d'experts au niveau européen, dans lesquels évidemment les industries pharmaceutiques étaient fortement représentées pour décider comment est-ce que les réglementations devaient être tenues au niveau des médicaments et de la santé. Donc là, ils ont joué évidemment un rôle, disons, en amont, c'est-à-dire avant la législation, avant que ça tombe dans le domaine de la législation, il y avait des discussions, et donc les industries pharmaceutiques étaient évidemment surreprésentées par rapport à leur importance, et évidemment ce qu'on appelle la société civile traditionnelle, donc les ONG, etc., et on ne parle même pas des syndicats, eux étaient complètement sous-représentés. Une autre chose, c'est que dans un certain nombre ça c'est spécifique plutôt dans le... Enfin, c'est plus spécifique, on ne peut pas dire qu'il n'y a que l'industrie pharmaceutique qui fait ça, mais c'est que dans la société civile elle-même, les sociétés pharmaceutiques financent une partie de cette société civile, donc c'est-à-dire des associations normalement de consommateurs des médicaments,
eh bien, un certain nombre de leurs revenus, enfin pas toutes, hein, donc un certain nombre de ces sociétés-là, elles-mêmes dépendent des sociétés pharmaceutiques pour leur existence. Donc ça veut dire que parfois on a le secteur pharmaceutique qui est là en tant qu'acteur, et puis on a un acteur, une ONG, et cette ONG qui est une société de patients en réalité, ou une société de médecins, en réalité, tout son financement vient de sociétés pharmaceutiques ou de fédérations de l'industrie pharmaceutique. Non, pas... Non, il faut être prudent. Donc, toutes les ONG qui représentent les patients ou les médecins n'ont pas ça. Mais un certain nombre, et non des moindres, mais que je n'ai pas voulu ici inonder de... Il faudrait que je fasse les recherches pour savoir exactement quelle société en particulier, effectivement... fait ça, mais donc j'ai constaté qu'un certain nombre de sociétés de patients, de médecins étaient financées largement. Hein, donc il y avait une petite contribution des patients, une petite contribution des médecins, mais étaient financées quand même assez largement par des sociétés pharmaceutiques. Donc on peut se demander quelle est l'objectivité et donc la neutralité ou bien la défense des intérêts des patients eux-mêmes face à l'industrie pharmaceutique quand ces sociétés-là sont elles-mêmes financées par l'industrie pharmaceutique. Alors, dans l'homologation des produits aussi, donc, comme j'ai dit, là on a déjà discuté un petit peu comment est-ce que effectivement les sociétés pharmaceutiques pouvaient influer sur les décisions. Donc on a discuté aussi sur les effets positifs ou négatifs, et le fait qu'on taise des effets négatifs. Oui, je cherche s'il y a encore dit quelque chose, voilà. Normalement, ça ce sont les 3 plus gros lobbies, mais il y en a encore d'autres, hein, donc ils multiplient le nombre de lobbies. Donc les principaux, c'est donc l'EFPIA, c'est l'European Federation of Pharmaceutical Industry and Association, donc grosso modo c'est la Fédération européenne de l'industrie pharmaceutique. Ça comprend 33 firmes membres et 9 associés, donc c'est très intéressant de voir que ce sont des firmes qui composent cette association, et pas des associations. Donc ce n'est pas des associations nationales de chaque pays membre de l'Union européenne ou éventuellement de l'Europe, qui composent cette association-là, ce sont les firmes elles-mêmes. Ça, je ne sais pas le prononcer, hein, c'est PHRMA, ça, je crois que même les noms des joueurs slovaques hier avaient plus de voyelles. Donc c'est Pharmaceutical Research and Manufacturers of America, donc c'est l'équivalent américain. Là aussi, c'est 56 membres qui sont là aussi essentiellement des firmes et pas des associations. Ça, c'est plutôt logique parce que normalement, c'est un pays. L'Europe, ça, c'est plus illogique parce que là, effectivement, on pourrait avoir des fédérations. Et Europa Bio, donc là, effectivement, c'est le domaine biotechnologique. C'est très important pour l'industrie pharmaceutique parce que la plupart des experts, donc c'est pas moi, hein, donc là, moi je ne suis pas expert en industrie pharmaceutique, et encore moins en médecine ou en médicaments, mais la plupart des experts pensent que s'il y a encore des avancées en termes de santé, c'est-à-dire qu'on trouve des choses vraiment nouvelles qui vont pouvoir améliorer véritablement la santé, c'est dans le domaine de la biotechnologie. Et donc là, il y a 54 membres qui sont des firmes, et là, il y a des fédérations nationales qui sont au nombre de 16. Oui. La différence entre firme et association, c'est Non, quand je parle d'association, je parle effectivement que c'est une fédération nationale de l'industrie pharmaceutique, par exemple la Fédération nationale de l'industrie, je ne pense pas que ça existe, mais belge. C'est-à-dire que normalement, c'est la représentation des entreprises pharmaceutiques belges. Une firme, ça c'est une firme. Alors associée, ça veut dire qu'elle n'est pas membre officiel. Mais elle se trouve, par exemple, dans le bureau consultatif de l'association. C'est pas clair? Si, ce sont des firmes. Ce sont aussi des firmes. Mais elles ne sont pas directement représentées en tant que telles. Elles n'ont pas payé, grosso modo, leur cotisation, pour dire ça aussi bêtement. Elles n'ont pas payé leur cotisation pour faire partie de l'association. Elles ont payé peut-être une cotisation moindre, pour une raison que j'ignore. Hein, moi, je connais pas. Oui. Oui, c'est en général, c'est pas bon marché. Hein, donc, effectivement,
Donc vraiment, je ne vous inviterai pas de faire partie de cette association parce que je ne pense pas que vous pourriez payer la cotisation. Mais ce que tu disais en gros, c'est que c'est intéressant de voir qu'il n'y a pas d'abord une union au niveau national, mais que c'est vraiment quelque chose de privé et que c'est les firmes qui s'organisent elles-mêmes sans passer par un acteur public quel qu'il soit. Fédération nationale, c'est pas public, hein, c'est aussi les firmes. Mais c'est les firmes qui sont organisées sur le plan national. Tandis que dans l'FPA, donc au niveau européen, les firmes sont représentées directement. Et donc dans la Fédération nationale en général, toutes les firmes, normalement, en principe, sont représentées. Donc même un petit laboratoire de recherche national, en principe, on sait bien qu'évidemment ce n'est pas tout à fait le cas parce que hein, c'est toujours les plus gros qui dominent, mais automatiquement, en principe, il est représenté par sa fédération. Tandis que là, ce ne sont que les grosses firmes, puisque c'est sous forme de cotisation, et donc il y a celles qui peuvent payer les cotisations qui sont membres. Oui. Les Américains, les Canadiens, les Australiens se trouvent aussi ici avec le lobbyiste engagé par eux. Bien sûr. Dans les corridors de la Commission. Oui. Dans les 33 firmes, il y a des firmes américaines, évidemment. Oui, oui. Puisque, normalement, ces sociétés-là ont des firmes en Europe. Donc ici, par exemple, en Belgique, il faut savoir qu'il y a à peu près 8 gros sites, pas plus que ça, mais 8 grosses entreprises pharmaceutiques qui agissent en Belgique. Et donc, si je me souviens bien, je dois en avoir 4 qui sont américaines. Donc il y a Johnson & Johnson, puisqu'ils ont la filiale de Janssen Pharmaceutica, mais il y a Merck, je pense aussi, Pfizer. GSK, c'est anglais. Hein. Ils ont racheté des sociétés américaines, mais officiellement, ils sont anglais. Donc, comme je l'ai dit, dans les administrations d'homologation, il y a beaucoup d'intérêts pharmaceutiques qui sont présents. Donc, ça, c'est quelques exemples. Le chef du département légal de cette association, c'est l'ancien président de, justement, l'FPA. Donc, quel est son degré d'indépendance par rapport à l'industrie pharmaceutique, on peut se demander. Donc, c'est normalement celui qui fait les lois, enfin, qui propose les lois au nom de l'Agence européenne des médicaments. Donc, l'agence qui, en principe, fait l'homologation des produits en Europe. Donc, il y a 2 anciens de cette agence qui ont été... en sortant, donc en quittant leur carrière de l'agence, vont former des bureaux de consultance pour les firmes pharmaceutiques. Évidemment, ils connaissent la maison de l'intérieur, donc ils savent exactement qui doivent... donc ils peuvent dire à une telle multinationale, c'est X qui traite le dossier qui vous concerne directement. Donc si vous voulez traiter immédiatement avec lui, voilà son numéro de téléphone, son email. Dans l'agence nationale pour les médicaments, j'ai oublié, mais ça doit être la santé, en France, donc c'est-à-dire l'équivalent de l'AEM au niveau français, sur les 675 personnes qui travaillent, il y en a 415 qui avouent, donc il faut encore voir ceux qui ne l'avouent pas, qui ont des liens avec l'industrie pharmaceutique. Alors évidemment, là, les liens peuvent être effectivement très très forts ou bien un peu moins forts. Mais donc ça fait quand même énormément. Moi je me souviens d'un reportage justement sur l'industrie pharmaceutique, mais le problème c'est que j'ai oublié le nom du médicament. C'était dans les années 80. Donc c'est un médicament qui avait causé je pense que c'était d'abord des paralysies. Et puis, effectivement, à la suite des paralysies, il y avait des morts. Mais c'était très difficile de pouvoir mettre le lien direct entre le médicament et les effets qui étaient constatés. Mais l'accumulation des effets, normalement, aurait dû prouver qu'effectivement, ces gens avaient tous pris le même médicament, et comme par hasard, ils ont des problèmes de paralysie, puis il y a beaucoup de chances qu'ils en meurent. Donc, il y a eu des actes d'accusation qui ont tous été balayés par la justice. Donc la justice a dit que ça ne tenait pas. Et l'argumentation de la firme pharmaceutique était toujours le même, c'est-à-dire qu'effectivement, il n'y a pas de lien direct entre le médicament et les effets constatés. Puis bon, ça faisait tellement une affaire que je crois que c'est une antenne de la FDA, donc la Food and Drugs Administration, qui est donc l'équivalent de l'AEM
mais c'est plus large parce que c'est l'administration qui autorise l'homologation non seulement des médicaments, mais aussi de tout ce qui est alimentaire, qui est donc l'agence qui homologue les produits. Donc fait une réunion, parce que l'affaire grossit, et donc ça prend quand même de l'ampleur dans les médias, donc il faut un petit peu calmer le jeu. Et pendant toute une journée, il y a tous les patients qui viennent parfois d'assez loin, parce que les États-Unis c'est quand même assez grand, qui viennent là-bas et plaider. Ils ont tous le même discours et ils expliquent à peu près la même chose. Et pendant une journée entière, les 10 représentants du conseil suivent et écoutent ces patients, donc, etc. Et à la fin de la journée, ils votent pour savoir si effectivement ils allaient interdire le produit. Et donc 9 sur 10, donc je crois que c'est les 10 vont dire non, on n'interdit pas le produit. Donc alors que les patients disaient tous la même chose, donc ils auraient pu avoir à un moment donné un petit doute. Donc c'était comme s'ils ne les avaient même pas écoutés. Et il faut savoir que 9 avaient des liens directs avec l'industrie pharmaceutique. Il y en avait un seul qui n'en avait pas. Donc, on a parlé de l'industrie qui finance la recherche. Donc, elle en finance une à l'interne. Et ça, donc, je vous ai dit que comment est-ce que maintenant la recherche est orientée. Donc, c'est vraiment de trouver des blockbusters avec toutes des espèces d'astuces. Donc, la recherche fondamentale dans les entreprises pharmaceutiques est pratiquement liquidée. C'est pour ça que vous avez eu à un moment donné des licenciements dans la recherche, parce qu'effectivement, ils veulent concentrer la recherche uniquement sur justement ces médicaments qui vont leur permettre d'avoir un blockbuster. Donc, à la limite, si on change trois molécules, trois atomes dans une molécule, et que ça leur donne une possibilité d'avoir beaucoup d'argent, c'est très très bien. Donc ça, c'est la recherche dans l'industrie même. Mais donc, ça veut dire qu'à ce moment-là, la recherche fondamentale, et c'est celle qui peut trouver, parce qu'effectivement, dans ce cas-là, il y a peu de chances qu'un laboratoire de recherche trouve de nouveau un médicament vraiment fondamental. Donc, la plus grande possibilité, c'est qu'effectivement, c'est dans le domaine public, c'est-à-dire dans les universités, qu'on trouve ces nouveaux médicaments qui peuvent révolutionner la santé. Et donc là, effectivement, ils ont des mécanismes pour essayer d'avoir les renseignements, l'information. Mais par ailleurs, ils ont des contacts permanents avec des scientifiques. Et donc ça veut dire que si, à un moment donné, un certain nombre de chercheurs constatent des effets secondaires d'un médicament qui ne sont pas mentionnés, et qui donc le constatent, ils vont tout faire pour essayer d'abord de les faire limoger, les faire taire, ne pas publier leurs informations. Si les informations sont effectivement bien publiées, on va avoir une série de chercheurs scientifiques qui vont publier des articles scientifiques qui disent que en fait, le chercheur précédent qui avait donné des mauvaises informations sur le produit, eh bien, en fait il s'est trompé, il a fait une étude qui était beaucoup trop limitée, ou éventuellement il n'est pas qualifié pour faire ce genre de recherche ou de tenir ce genre de propos. C'est-à-dire qu'ils vont inonder les informations pour discréditer la personne qui effectivement a dit du mal sur cette société. Donc ça, c'est un mécanisme qui se fait assez régulièrement. Ce qu'ils font aussi assez régulièrement, évidemment, c'est des rencontres de médecins. Et donc, dans un certain nombre de cas, ils invitent, par exemple, des médecins à une rencontre, par exemple, un week-end. Et alors, c'est très bien de le faire, d'ailleurs, dans une ville assez touristique. Comme ça, on peut lier à la fois l'invitation... et tout ça, c'est aux frais de la société pharmaceutique. Hein. Donc, ils peuvent inviter ces gens-là dans un bel endroit où ils peuvent visiter. Et donc, évidemment, par exemple, au souper ou après le souper, on va faire une intervention de quelqu'un qui est tout à fait neutre, qui apparaît là de manière tout à fait neutre, pour vanter un produit qui, comme par hasard, est de la firme pharmaceutique en disant que ce produit est tout à fait intéressant, etc. C'est-à-dire qu'ils vont mettre les médecins ou un certain nombre de médecins dans une situation assez favorable pour que ces médecins se disent « Ah oui, effectivement, d'abord, ils connaissent un petit peu mieux le médicament, donc là, il n'y a pas que des effets nécessairement négatifs, mais qu'effectivement, il est dans une prédisposition pour effectivement prescrire ce médicament-là, et en particulier si éventuellement c'est un médicament qui est en concurrence avec, à peu près avec un autre, que le médecin va plutôt prescrire celui-là plutôt que l'autre. Donc ça se fait de manière effectivement assez importante, et donc c'est pas facile pour les médecins,
pour de résister à cette pression-là, parce que quand même, je ne sais pas, même si un certain nombre de médecins sont très bien payés, trop bien payés parfois même, mais tous les médecins, évidemment, ne sont pas dans la même situation, donc ça veut dire que si on leur peut payer un voyage, je ne sais pas, à Rome, à Athènes pour l'instant c'est pas très chic, mais à Paris, à Bali, oui, par exemple, oui. Oui, c'est ça, oui. Mais ça, c'est plutôt pour se reposer. Hein. Non, moi, j'étais plus dans l'idée que les médecins, normalement, avaient des intérêts culturels. Enfin, bon, ça dépend un peu des médecins. Alors, ce qu'ils font aussi, c'est mettre des appareils. Donc, ça, je sais que, par exemple, je crois que c'était dans une contrée des dom-toms. Donc, c'était pas en France même. Il y avait une société qui avait un médicament contre le diabète. Ils avaient une machine pour que les gens puissent contrôler immédiatement leur diabète. Donc la machine est gratuite, hein, donc le pharmacien reçoit gratuitement la machine et toutes les personnes qui viennent peuvent effectivement voir quel est le niveau de diabète. Évidemment, le pharmacien va inciter tout le monde à essayer puisque c'est gratuit en plus. Et évidemment, à ce moment-là, à partir du moment où on voit qu'il y a un petit problème au niveau du diabète, automatiquement, on doit aller chez le médecin pour qu'il vous donne un médicament contre le diabète. Hein. Donc ça, c'est des choses qui se font. Donc j'ai parlé des subsidiations des associations de patients. Et donc, évidemment, il y a une série d'affaires qui vont éclater par la suite, parce qu'évidemment, il y a des affaires qui sont tues, mais... Enfin, tues, ça veut dire du verbe terre, hein, donc ça veut dire qu'ils ne sont pas donnés, mais il y en a d'autres qui sont en permanence tues, hein, donc on ne connaît pas. Mais donc il y en a un certain nombre qui sont révélés, donc on ne peut faire que relater un certain nombre d'affaires qui sont révélées. Donc ici j'ai pris le cas du Vioxx, d'un médicament de la société Merck, qui a eu un gros succès, mais malheureusement, donc il y a eu 47 000 attaques cardiaques et 27 000 morts. Et donc, évidemment, face à ça, la société, ça lui donne une très mauvaise publicité, donc elle va retirer le produit. Et elle va même accepter de payer, ce qui est normalement un record en termes de paiement d'indemnité de 4,85 milliards de dollars aux victimes. Et vous avez ici, disons, dans les dernières affaires, enfin, je n'ai pas actualisé, hein, donc, mais plus ou moins les dernières affaires des sociétés pharmaceutiques, avec la firme qui a été condamnée, le montant qui a été payé par la firme, et ce qu'elle a violé comme législation. Donc c'est essentiellement aux États-Unis. Donc par exemple, GSK a eu des effets secondaires qui ont été constatés par la suite. Hein, donc ça c'est bien le cas qu'on a discuté, qu'effectivement donc dans les notices il y a bien un certain nombre d'effets secondaires, mais parfois il y en a certains qui ne sont pas mentionnés, alors qu'ils sont qui sont effectifs, qui sont constatés. Promotion trop large, ça veut dire qu'en fait, le médicament est prescrit normalement pour tel usage, et la société va essayer de le vendre pour un usage plus large. Donc ça veut dire que, je ne sais pas trop, parce que je ne suis pas médecin du tout, donc, mais je peux bien comprendre qu'effectivement un médicament a un effet bien particulier, qui est défini, etc., mais la société va essayer de faire la publicité, ou en tout cas la promotion, pour dire qu'en réalité, c'est ça. Par exemple, disons, ici dans l'aspirine, ce ne sera pas le cas, mais l'aspirine, normalement, c'est en fait, quand on a des mal de tête qu'on le prend, mais on va dire, mais en plus, c'est très bon pour la santé, parce que ça permet d'abaisser votre rythme cardiaque, ou je ne sais pas quoi. Donc ça, c'est une promotion trop large parce que ce n'est pas mentionné. Vous pouvez faire ça, hein, vous pouvez dire qu'effectivement ce médicament-là a aussi cet effet-là. Mais alors, ça doit être mentionné, c'est-à-dire que ça doit être reconnu comme tel par l'autorité des médicaments. Mais si ce n'est pas reconnu comme tel par l'autorité du médicament, vous ne pouvez pas normalement en faire la promotion. Bon, fraude au remboursement, ça je ne sais plus ce que c'est exactement. Je suppose qu'effectivement, ils ont joué sur les comptes pour essayer de payer le moins possible. GSK a une déficience de production, ça je ne sais plus non plus ce que c'est.
Ça veut dire que probablement la production a été mal faite, c'est assez rare, parce que normalement, en principe, contrairement à l'automobile, donc ça, comme je connais les deux secteurs, je peux vous donner tout de suite la différence. L'automobile, c'est un secteur de production, donc l'essentiel des coûts qui sont mis, c'est pour produire la voiture. Donc il y a évidemment un coût qui est fait pour concevoir le modèle, etc. Mais l'essentiel du prix de la voiture, c'est le fait que vous devez la produire, que ça prend un certain temps, vous devez assembler 10 000 pièces comme ça, donc ça prend beaucoup de temps et c'est ça que vous payez. Mais produire un médicament, ça ne coûte pas grand-chose. Hein. Donc c'est un processus presque chimique, il faut un minimum de personnel, et on passe éventuellement, on constitue la molécule et on la met dans une espèce de tube, donc la production, ça ne coûte pas beaucoup. Et donc l'essentiel des frais pour les sociétés pharmaceutiques, comme je vous l'ai dit, c'est les frais de recherche. C'est-à-dire qu'il y a toute cette période de recherche, d'essais cliniques, c'est ça qui coûte, et évidemment le marketing, pour pouvoir vendre le produit. C'est ça qui coûte, et c'est là que les gens sont. Alors bon, on vient à peu près à mon dernier point, c'est-à-dire qu'effectivement, donc vous avez bien vu comment l'industrie pharmaceutique fonctionnait. Donc ici, comme j'ai dit, c'est un exemple. J'aurais pu prendre par exemple dans l'automobile, puisqu'il y avait le cas de l'affaire du diesel qui est aussi symptomatique et qui représente à peu près des cas assez similaires ici à ce qu'on voit dans l'industrie pharmaceutique. On pourrait prendre d'autres cas sous l'agroalimentaire, etc. Donc c'est un peu... c'est un exemple, donc on peut aller un peu plus dans le concret. Il y a donc évidemment des spécificités à chaque exemple, mais on peut voir qu'il y a un élément majeur. Mais ici, il y a quelque chose qui est un peu choquant parce qu'on est face à des sociétés privées extrêmement importantes et on est dans un domaine qui est effectivement très sensible pour les gens, qui est le domaine de la santé. Donc normalement, en principe, je ne sais pas si on peut dire de l'utopie, mais normalement, en principe, mon point de vue premier dans la santé, c'est que normalement, la santé devrait être prioritaire. Donc, toutes les autres considérations devraient dépendre de ces considérations de santé humaine. Or, on voit très bien qu'aujourd'hui, l'industrie pharmaceutique, son but, c'est essentiellement de faire le maximum de bénéfices possibles. Et donc ça a un impact énorme sur l'entièreté du secteur. Et ce qui est particulier, c'est que tout leur argument est toujours centré autour de la recherche. Donc c'est-à-dire qu'ils justifient les coûts énormes, le fait qu'ils font beaucoup de bénéfices, tout ce qu'ils font, parce qu'ils font ces fameuses recherches qui effectivement peut être... donc ça, comme j'ai dit, ils font de la recherche, ils essayent d'avoir ce qu'on appelle des blockbusters, mais parfois ça rate, hein, parce que la recherche est parfois, disons, aléatoire, hein, donc il n'y a pas de... mais il y a quand même cet argument qui, à mon avis, ne tient pas, parce que, donc d'abord, les grandes découvertes, moi j'ai mis que date d'avant 75, mais je pense que c'est plutôt 1995, là j'ai oublié de changer. Donc la plupart des découvertes, donc depuis 1995, on n'a plus de grandes découvertes en matière de santé avec un nouveau produit qui effectivement va révolutionner le monde. Donc ça peut encore arriver, hein, c'est pas que j'annonce, et de toute façon moi j'y connais rien, je ne suis pas spécialiste de la recherche médicale. Donc, mais apparemment, d'après les spécialistes, il n'y a plus de grandes découvertes depuis 1995. Et donc, pour l'instant, comme j'ai dit, là, actuellement, donc, tout le système d'utilisation de la recherche par les entreprises pharmaceutiques, c'est vraiment d'essayer d'utiliser toutes les finesses pour quand même avoir des produits qui rapportent. Donc ici, vous avez les principaux médicaments qui ont vraiment eu un impact important dans la médecine et qui nous ont vraiment apporté quelque chose. Donc c'est pour ça que je dis, normalement, le dernier, c'est 96, voilà. Donc depuis 96, quasiment, bon, 1995, 75, oui, peut-être que, effectivement, la plupart, c'est avant 75. Et puis encore, il y a une nouvelle découverte importante en 96. Bon. Ne me demandez pas grand-chose là-dessus, parce que là, c'est pas du tout mon domaine. Et
J'aurais pu prendre beaucoup de choses parce que effectivement j'ai aussi vu un reportage en France où l'agence du médicament français disait que la majorité. Donc en fait l'agence des médicaments en France classe les produits des médicaments en 5 catégories. Donc 1, 2, 3, 4, 5, c'est pas très compliqué. Normalement 1, c'est un médicament qui a un effet extrêmement positif sur la santé et qui est vraiment un apport fondamental qui permet une amélioration de la santé publique extrêmement importante. Et évidemment, vous descendez progressivement. 5, c'est un médicament qui qui n'a pas d'effet vraiment positif sur la santé. Et 4, c'est un médicament qui a un effet léger, une amélioration légère sur la santé. Et donc ils disent actuellement que la majorité des médicaments qui sont mis et apportés à l'homologation, ce sont des médicaments de type 4 et 5. Donc ça c'est effectivement la situation en France. Mais ici j'ai pris une situation plus large. Donc c'est l'Organisation mondiale de la santé. Et donc qui ont demandé à d'autres instituts de faire une étude aussi. Et donc ils constatent que sur quasiment 1120 principes actifs de médicaments, donc ne me demandez pas ce que c'est un principe actif du médicament, donc je suppose que c'est ce qui permet effectivement ce qui est le fondement même d'un médicament. Eh bien, ils disent que 35% ont un effet nul, ce qui est quand même beaucoup, et 15% un effet quasiment nul. Donc c'est aussi pas mal. Donc, ça veut dire la moitié, en principe, ce sont des médicaments qui ne servent à rien. Et il y en a un autre que je ne connais pas, qui est le professeur David Hilley, qui a probablement, certainement plus de notoriété que moi en la matière pour de le dire. Il dit, si vous supprimez les 10 ou même les 20 médicaments qui se vendent le plus en pharmacie, eh bien, vous la supprimez et la santé publique n'en serait pas affectée aucunement, d'un iota. Donc je pense que quand même c'est assez inquiétant comme conclusion. Parce qu'effectivement, je viens à ma conclusion. Donc, comme j'ai dit, il y a une série de poignées de multinationales. Donc, moi, je suis économiste, hein, c'est pour ça que donc, je connais bien les secteurs, donc j'analyse ça de manière économique, le secteur. Donc, il y a une poignée de multinationales pharmaceutiques qui dominent le secteur, mais qui a évidemment, comme je l'ai essayé d'expliquer, a beaucoup d'influence sur l'entièreté du secteur de la santé. D'ailleurs, si vous allez interroger dans les hôpitaux, ils vous diront ça aussi. Hein, donc, s'ils ont un peu de lucidité et d'un peu de franchise, ils vont dire aussi qu'effectivement, beaucoup de choses sont dictées par l'industrie pharmaceutique. Donc, ceux qui bénéficient dans l'industrie pharmaceutique, dans ces multinationales, ce sont les actionnaires et les dirigeants. Donc, les actionnaires qui sont souvent des fonds financiers, et les dirigeants qui sont à la tête, évidemment, qui gagnent des bonus assez importants. Il y a une série d'effets désastreux qui sont liés à des collusions politiques qui font en sorte que, voilà, il y a un certain nombre de travers, de scandales, voilà, c'est ça que je cherchais, qui sont déjà apparus et qui vont probablement, qui risquent d'apparaître encore, parce qu'effectivement, cette collusion est assez forte. Et donc, on peut se poser la question, où est la santé de chaque être humain dans cette question-là? Alors, pour nous, ici, c'est déjà pas très rose, mais vous imaginez pour le tiers-monde, où les pays qui sont dans des situations assez pauvres, qui n'ont pas les moyens suffisants pour que, effectivement, l'industrie pharmaceutique s'intéresse un petit peu à eux. Donc il y a eu ces batailles absolument phénoménales entre et c'était essentiellement l'Inde et l'Afrique du Sud qui ont mené des batailles pour homologuer des génériques de produits qui étaient essentiels à la santé publique de leur pays. Et ce sont les sociétés pharmaceutiques, évidemment, et la société pharmaceutique particulière qui produisait le médicament spécifique, qui ont fait des procès pour essayer que ces génériques ne soient pas utilisés alors que leur utilité publique était absolument reconnue. Donc les cas, justement, ont été tellement forts que, grâce à la pression médiatique, quand même, ce sont les États qui ont gagné. Mais normalement, effectivement, d'après tout le système, ça devrait être les multinationales qui gagnent.
puisque tous les systèmes est fait en fonction de ces sociétés-là. Et donc, il y a beaucoup de possibilités de faire des génériques qui permettraient effectivement d'améliorer beaucoup la santé publique. Et donc, moi, j'arrive à un constat, en tous les cas particulièrement dans le secteur de la santé, c'est, je ne comprends pas pourquoi est-ce que la santé de manière globale, donc c'est-à-dire aussi bien les hôpitaux, les médecins, etc., mais aussi l'industrie pharmaceutique, donc ceux qui produisent les médicaments, pourquoi est-ce que ce n'est pas public? C'est-à-dire que c'est aux mains de l'État et que, effectivement, ce soit l'État qui, en plus, c'est elle qui fait la recherche fondamentale, donc qui trouve les produits les plus importants. Pourquoi est-ce que, et comme j'ai dit, la production, donc c'est même pas une question de production, la production n'est pas, c'est pas comme dans l'automobile, donc c'est pas une production extrêmement sophistiquée. Pourquoi est-ce que effectivement ce ne soit pas dans les mains de l'État? Je ne dis pas que l'État nécessairement va faire mieux, parce qu'effectivement les dirigeants, comme j'ai dit ici, sont souvent liés aux intérêts de l'industrie pharmaceutique. Donc si tu les mets dans les mains publiques, il y a un certain nombre de ces gens qui risquent aussi d'être influés par des perspectives de profit du même type. Donc il faut effectivement mettre en place des mécanismes de contrôle pour éviter que ça ne dérive et ça dérape. Mais globalement, je trouve que néanmoins la santé devrait être prioritairement dans un domaine public. J'ai une position personnelle qui dit que ce n'est pas que dans l'industrie pharmaceutique que je devrais faire ça, mais je prends ici l'exemple de l'industrie pharmaceutique pour le dire quand même. Voilà. Donc ça, c'était ma présentation. Donc je ne sais pas si... Je voulais juste rajouter quelques points par rapport à ce que vous avez dit. En fait, par rapport à l'industrie pharmaceutique, et je pense que voilà, on le sait tous, en fait c'est un point parmi tant d'autres, dans le sens où, par exemple, dans l'industrie agroalimentaire, Monsanto est aussi monopoliste que l'industrie pharmaceutique aujourd'hui. Et il faut savoir que voilà, l'importance que vous avez mis en avant, c'était tout simplement en tant qu'économiste, hein, je vous parle en tant qu'économiste, c'est que vous mettez en avant le monopole de certaines industries par rapport à d'autres. Et là, vous avez mis à la fin de votre discours le fait que ce qui serait important, c'est de mettre en fait un esprit public dans une industrie capitaliste. Et donc vous mettez en contradiction le fait que des gens qui cherchent le profit devraient être beaucoup plus humanitaires, beaucoup plus idéalistes. Et ma question vient sur ce point-là. Tout simplement, pensez-vous, sans tomber dans l'idéalisme et dans le moralisme, pensez-vous qu'il est possible, dans toutes les industries, que ce soit l'industrie pharmaceutique, l'industrie agroalimentaire, l'industrie marchande, l'industrie des vêtements, du textile, et dans toutes ces industries-là, pensez-vous qu'il est possible de créer un système égalitaire et non... un système égalitaire, alors que la plupart des gens qui sont dans ces industries cherchent le profit de façon prioritaire. En tant qu'économiste, moi, je pense qu'effectivement, ce n'est pas secteur par secteur qu'on doit définir les choses, il faut les faire de manière globale. Et donc j'ai une vision, effectivement, de la société, qu'il est possible, effectivement, de sortir de ces systèmes, que, de fait, ce système capitaliste, comme tu le dis, n'apporte pas ou plus les effets bénéfiques pour les gens. Et donc, l'exemple que j'ai pris ici sur l'industrie pharmaceutique illustre assez bien ça, parce que de fait, même si au départ les laboratoires pharmaceutiques avaient un caractère positif, parce qu'effectivement ils ont apporté toute une série de médicaments qui n'existaient pas auparavant, donc il y a eu un aspect positif dans le développement de ces laboratoires. Aujourd'hui, on est effectivement dans un effet totalement pervers, parasitaire même, carrément, où les points positifs ont pratiquement complètement disparu, et on ne voit que les effets négatifs, c'est-à-dire la marchandisation, la recherche du profit à tout prix, la corruption des milieux politiques et scientifiques. Et donc
à la fois d'un point de vue moral et d'un point de vue économique, je trouve qu'effectivement, ça ne peut pas continuer dans ce sens-là, et que donc il faut absolument changer complètement. Et donc pour moi, je pense qu'effectivement, le point central en général du problème vient dans l'appropriation privée, du fait que c'est le fait que les sociétés sont contrôlées par leur pouvoir privé, qui fait en sorte que ce pouvoir privé, cet intérêt du pouvoir privé, prend le pas sur un intérêt plus général, plus global, plus public, et que donc c'est ça en premier lieu qu'il faut changer. Et donc c'est pour ça que j'ai une position de dire voilà, que globalement, si on veut effectivement avoir une société alternative, ben, probablement qu'il faudra aller dans ce sens-là. Maintenant, j'ai une position, parce que je me dis que ça, de toute façon, que ce soit d'ailleurs pour l'instant pour un pays d'Afrique ou un pays d'Europe, je ne vois pas ça venir demain matin. Donc j'ai des positions intermédiaires pour dire qu'on peut aller dans cette direction-là. Et donc je pourrais dire qu'effectivement, dans le domaine de la santé, c'est un bon secteur où on pourrait montrer qu'effectivement, la santé devrait être complètement dans les mains du public, y compris dans un système qui globalement reste capitaliste. Parce que effectivement, tu pourrais montrer que là, tu atteins une limite à la capitalisation, la marchandisation de la société complète. Et donc, tu montres qu'à un moment donné, il est possible de faire autrement, en sachant bien qu'effectivement, c'est pas parce que tu vas rendre dans le domaine public l'entièreté du domaine de la santé que tu vas résoudre tous les problèmes. Je pense qu'on est beaucoup à être d'accord avec toi, mais ce n'est pas une raison pour ne pas approfondir aussi le fonctionnement ici de l'industrie pharmaceutique, parce que finalement c'est en connaissant mieux qu'on peut mieux s'opposer. Et moi je voulais dénoncer encore autre chose que j'avais lu ou que j'avais entendu, c'est lors des testings par exemple, quand un médicament est testé, et je voudrais voir si tu as des éléments à ce niveau-là, que les médicaments sont principalement testés sur des hommes, je veux dire des personnes de sexe masculin, et que donc finalement la moitié de la population, les femmes, utilisent des médicaments qui ne sont pas peut-être nécessairement tout à fait adaptés, puisque le corps féminin ne fonctionne tout de même pas tout à fait de la même façon que le corps masculin, et que donc là c'est encore en fait une discrimination dont on ne parle jamais. Alors je ne sais pas si tu as des éléments, mais donc moi j'avais entendu que effectivement les médicaments sont principalement testés sur des hommes, ce qui veut dire qu'on prend peut-être des médicaments qui ne sont pas spécialement adaptés à nous. Et pas sur les médicaments, mais pour le coup sur les contagions, ça a été montré qu'il y a, il y a beaucoup moins de tests, par exemple pour le sida, pour savoir comment est-ce que tout ce qui sort du corps de la femme va transmettre le sida ou pas. C'est beaucoup moins testé que tout ce qui sort du corps de l'homme. Et donc il y a plein de maladies féminines qui sont beaucoup moins étudiées. Et donc effectivement, il y a eu pendant très longtemps un retard de la gynécologie par rapport au reste de la médecine. Une question précise et une question plus générale. Tu disais qu'il y avait 15 firmes qui possédaient 50% des médicaments. C'est ça que j'ai retenu. Hein, qui produisaient, je dis oui. Ah oui, du coup, qui possédaient. Et ces 15 firmes pharmaceutiques, sous combien de firmes en général? Tu sais ça? Tu ne sais pas quelle est la proportion? Non, donc c'est une question assez ponctuelle. Ouais. C'est une industrie qui est super concentrée, en fait, c'est un oligopole, et en général ils détiennent verticalement des plus petits centres de recherche et ce genre de choses. Comme Johnson & Johnson, c'est pas un monopole puisqu'ils sont en situation d'oligopole, donc il y a quelques firmes qui se partagent le marché et qui détiennent... les plus petites firmes. En fait, Johnson & Johnson, la firme avec son siège social, c'est plus un holding, donc qui contrôle un certain nombre de firmes impliquées dans la bioingénierie, mais aussi dans les médicaments, et ce genre de choses, et aussi avec un département juridique du tonnerre de Dieu incroyable. Mais voilà, en fait, ils contrôlent quand même pas mal de secteurs et de firmes, donc en fait, c'est très difficile de se faire une idée de la compétitivité ou la concurrence qui règne sur ce marché, parce que c'est un marché qui est super concentré. Parce que par exemple, il y a des firmes homéopathes en recherche homéopathique, est-ce qu'elles dépendent de ces gros secteurs ou pas, quoi? Ouais, en général, ouais, parce que tu as des parts de marché à prendre.
Et en fait, si tu veux, ces firmes sont tellement gigantesques qu'en général, tout ce qu'elles font, c'est du M&A, enfin c'est de la fusion-acquisition. Tu vois, en gros, par exemple, une petite start-up à Louvain trouve une molécule super chouette qui peut être utile pour tout le monde. Et vu qu'en fait, justement, comme tu le disais, les firmes font plus de recherche fondamentale au sein de leur propre boîte, elles délocalisent, si tu veux, cette recherche fondamentale et on laisse genre des spin-offs à Louvain-la-Neuve ou à Jean-Blou créer une petite molécule toute mignonne, voilà, à l'aise, il y a 4 types qui ont fait un truc intelligent. Et en fait, ce qui se passe, c'est que vu qu'ils opèrent plus justement cette recherche fondamentale en interne, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils débarquent direct avec du cash. Et en fait, tous les secteurs oligopolistiques qui tendent vraiment fort vers le monopole, en fait, font ça. Ils achètent l'innovation ailleurs. Google fait ça exagéré, je sais pas moi, FedEx fait ça, rachète les réseaux. C'est ça. Le secteur de l'énergie fait ça systématiquement aussi. Enfin, je veux dire, là, on vient de voir Total qui a racheté l'Empirice, enfin, la journée du secteur. Donc, à partir d'un certain niveau, le truc, c'est que ces gens ont une trésorerie gigantesque au sein de leur société et ça leur permet de rester liquides pour racheter en fait des firmes tout venant qui arrivent à créer de l'innovation. Donc, ils ont des firmes homéopathiques, ils investissent, ils sont pour tout ce qui pourrait en fait représenter en soi une part de marché qui puisse être à un moment un autre monétisable, quoi. Donc voilà, c'est ça le truc. Mais à mon avis, il ne doit plus avoir beaucoup d'autres, si, un certain nombre d'autres, mais beaucoup de petites firmes. Donc à mon avis, la plupart des petites firmes sont soit dans des niches, c'est-à-dire par exemple en biotechnologie, sur effectivement une petite molécule, des choses comme ça. Mais la plupart des autres, non, parce qu'effectivement, il faut un tel capital pour pouvoir faire le processus d'homologation des produits que ça n'est réservé qu'à des très très grosses boîtes. Et donc la seule possibilité, c'est que tu as une quinzaine de firmes, et alors tu en as peut-être encore quelques-unes qui apparaissent parce que maintenant il y a les génériques. Donc il y a la société israélienne Teva, par exemple, qui se passe là-dessus. Il y a la société liégeoise, j'ai oublié, que j'ai oublié leur nom. Mitpharma. Mitra, je pense que c'est Mitra. Mais ça, c'est une petite firme, encore, dans l'ensemble. Donc là, il y a effectivement des nouvelles firmes qui apparaissent parce qu'il y a un nouveau marché qui naît. Mais sinon, il y en a très peu parce que dans le processus, tu vas avoir beaucoup de capitaux pour pouvoir le faire. C'est la même chose, en fait, dans l'industrie automobile que je connais pour pouvoir... Pardon ? Non, il y a des secteurs... Non, il y a des secteurs où il faut moins de capitaux. Total qui reprend l'Empirice, vous prenez le supermarché Carrefour qui reprend tous les mecs SDAG. Moi je me souviens il y a 10 ans il y avait les SDAG, mais SDAG c'est fini, c'est Carrefour avec le grand truc. Et moi je vous dis, dans tous les domaines vous n'aurez pas en fait, vous n'aurez pas d'exception dans le système capitaliste, dans le sens où si vous arrivez à me donner et vous à donner un exemple de système ou de quelqu'un qui arrive à perfectionner et s'en sortir individuellement, ça ne fonctionnerait pas. Parce que tout simplement, au niveau du capitalisme, c'est la règle générale, la concurrence et le monopole prend le pas sur tout ce qui est beaucoup plus faible. Et une autre... Attends, je vais continuer ma question. Une autre question plus fondamentale. Tu disais tantôt, donc l'État soit a les moyens d'approfondir la recherche, si ce n'est pas clair, dans certains dossiers fournis par les firmes pharmaceutiques pour mettre un médicament sur le marché, ou l'État se fait racheter par les firmes. Mais il n'a pas de moyens, mais je pense qu'il peut déployer des moyens aussi, parce que c'est un peu comme dans les contributions, on contrôle de moins en moins les fuites des fortunes des gens, mais l'État pourrait mettre plus de moyens, et de nouveau c'est la même question, il peut aller chercher l'argent là où il est, mais bon, ça pose d'autres. Donc c'est aussi un choix public, quoi, de ne pas mettre les moyens. Ça c'est une philosophie, d'ailleurs même que la Commission européenne reconnaît ouvertement, donc qu'il l'applique aussi bien à l'industrie pharmaceutique qu'à l'industrie agroalimentaire. C'est les firmes qui garantissent la bonne, la bonne sécurité de leurs produits. Et éventuellement, on attend qu'il y ait une catastrophe pour qu'effectivement on intervienne.
Mais donc on pourrait avoir une philosophie tout à fait différente où on dit non, on veut d'abord certifier le produit au départ et mettre des fonctionnaires, des chercheurs pour effectivement le faire. Mais c'est aussi bien dans l'industrie pharmaceutique que dans l'industrie agroalimentaire parce que c'est le même problème. Mais ça coûte moins à l'État. Une brève remarque par rapport à ça, en fait, justement, il y a des gens qui avaient déjà proposé d'arrêter de vendre des médicaments en gros. Donc, tu vois, supposons que tu aies besoin de, je sais pas, 3 ou 4 médicaments sur ta tablette, on te vend une tablette de 20, et c'était des lois qui étaient censées passer. Et tout. Et ces trucs ont été. Enfin, je trouve que l'idée est brillante, et c'est simple comme bonjour pour mettre ça en pratique, quoi. Et l'État ne l'a jamais fait. Alors tu vois, tu dis l'État pourrait augmenter son implication, enfin tu as deux manières de fonctionner, soit tu fous plus de cash, soit tu réduis des coûts qui sont complètement stupides. Parce que tu vois, genre par exemple, les phénomènes comme l'automédicamentation et tout a été vraiment propulsé par le fait qu'il y ait des gens qui se retrouvent avec des armoires mais remplies de putain de médocs, et donc ils sont là, alors aujourd'hui enfin ça ressemble à rien, mais c'est parce qu'il y a toujours ces restes de tablettes, et donc on proposait en fait de vendre les médocs à la pièce, ce qui coûterait 15 fois moins cher en termes de remboursement justement à la sécurité sociale, et ça n'a jamais été foutu en place. Quand tu dis on a proposé, c'est qui il y avait des politiques des associations de patients, Non, des politiques, même ici en Belgique et surtout en France, parce qu'en France les gens sont surmédicamentés vraiment hardcore. Et donc voilà, l'idée était arrivée en France et puis avait percolé pendant un certain temps, je crois que c'était avant putain, non, je sais pas, c'était avant 7-8 ans. C'est le principe. En fait, ça remet en question Non, c'est pas pour une question, c'est pour rapporter un élément d'information par rapport à la recherche. On dit la recherche universitaire est privatisée. Moi, je suis dans la recherche. Effectivement, je constate que pas mal de mes collègues sont payés par des firmes pour initialiser des recherches. Il y a des chaires, par exemple, d'enseignement. Ici à Bruxelles, vous avez une université où plusieurs chaires sont directement payées par des firmes privées. Donc, dans ce cas-là, on se pose la question de pourquoi est-ce qu'il n'y a plus beaucoup de recherche privée non plus. Et je crois que la réponse est simple. Et là, on repasse au niveau macro, c'est que actuellement, c'est clair que le politique ne veut plus dire le politique. Actuellement, le politique veut dire aussi la gestion de la finance. Puisque à partir du moment où je suis Premier ministre dans un pays, ou que ce soit, j'arrive devant des comptes qui sont devant moi, on me dit attention, là, il y a autant de dettes à rembourser, donc tu dois faire attention, aménager telle banque, aménager telle oligarchie financière, etc. Donc tout s'explique de ce point de vue-là. Actuellement, je crois qu'on est vraiment allé très loin dans le domaine où le public n'existe plus en fait. C'est même pas qu'il existe moins, il n'existe plus. Et je vais prendre un dernier exemple, c'est le domaine de l'éducation. Quand on dit, vous savez que le CDE en 1999 a déclaré que pour les investisseurs institutionnels, un des meilleurs secteurs à occuper, c'est l'éducation, parce que là vous aurez un rendement prévisible de 7 pour 1. Vous connaissez cette phrase de l'OCDE, hein? C'est pas tout fait, dans ce rapport de l'OCDE de 1999. Elle parlait de l'éducation. Donc clairement, tu as vraiment raison de manifester que la santé c'est un domaine où gravement on est en train de mépriser une dimension humaine fondamentale, hein, qui est la santé du corps humain, la santé humaine. Et s'il y avait un autre domaine qui est en danger par rapport à ça, c'est l'éducation, qui est le devenir de l'humain. Hein. La santé c'est l'état de l'humain, et l'éducation c'est le devenir de l'humain. Et ça c'est un secteur, observez bien ce qui se passe. Les universités, les hautes écoles, sont en train de devenir des grosses machines de plus en plus. Il faut devenir de plus en plus gros, comme les firmes privées, alors qu'elles sont officiellement encore publiques pour la plupart, qu'en Europe. Aux États-Unis, c'est déjà beaucoup plus discutable. Mais en Europe, c'est encore le cas. Elles sont en train de prendre le chemin de la privatisation. Je crois que pour le moment, il faut reconnaître que dans plus aucun des secteurs fondamentaux de l'humain, le public n'existe. Et une des choses où il faut changer, parce que tu demandais alternative. Il faut penser alternative, toujours. Il faut refuser de faire des constats fatalistes en se disant « Oh, il n'y a plus de public, c'est bien dommage ». Non, il faut se dire qu'actuellement, il faut vraiment reprendre en main ce chemin de reconstruire du public dans le domaine de la santé, dans le domaine probablement même de certains moyens de production hein, qui existent, mais aussi de faire attention dans des secteurs où on est en train d'essayer de déconstruire le public. Il faut vraiment reconstruire du public et donc redonner aux politiques sa place. Actuellement, c'est clairement le financier qui commande aux politiques, hein, c'est clair. Regardez tous les gouvernements, quels qu'ils soient, de la gauche à la droite, dès qu'ils arrivent au pouvoir, écoutez, on ne sait pas faire.
hein, Mitterrand 81, etc., qui fait tout à fait l'inverse de ce qu'il a dit, parce qu'ils doivent regarder les compteurs financiers. C'est la seule chose qu'ils doivent regarder quand ils arrivent au pouvoir. Sans aucun Il faut que projet ça politique. soit réinversé d'une manière ou d'une autre. Bon, j'ai l'air de parler de manière un peu facile, en disant il suffit de réinverser. Comme tu l'as dit tout à l'heure, hein, ce ne sera pas demain, la veille, qu'on le réalisera. Mais il faut s'y attaquer dès aujourd'hui, quoi. Pour faire cette inversion. Oui, mais c'est pour ça que, pour moi, si tu veux effectivement réinvestir du public, et donc remettre du public effectivement là où il a pratiquement disparu, où il est en partie privatisé, il ne faut pas simplement remettre du public tel qu'il existait auparavant, tu dois le faire autrement, avec des objectifs qui sont mis clairement, qui ne sont pas des objectifs marchands ou de profit. Par exemple, dans la santé, ça doit être clairement la santé publique qui doit être effectivement visée, et alors tu dois mettre des mécanismes de contrôle qui sont essentiellement des mécanismes citoyens, parce que effectivement tu peux pas faire confiance justement à ces gens qui ont aujourd'hui manifestement se sont d'une certaine manière vendus au privé. Donc tu dois mettre des mécanismes de citoyens. Donc en général ça doit être des organisations syndicales parce que c'est eux qui produisent, et des organisations, disons, de clients. Ici, dans le domaine de la santé, c'est des patients. Et que, effectivement, eux peuvent contrôler, effectivement, si les objectifs qui ont été fixés, qui sont des objectifs de santé, sont effectivement remplis par l'organisme qui est censé les représenter. Ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, les services publics, enfin le public, en fait, a cette fâcheuse tendance à perdre le rapport de force. Et quand on parle de recherche et d'éducation, justement, en fait, les universités produisent en fait ce savoir et ces molécules qui sont nécessaires, et elles les produisent tellement bien que même les énormes boîtes pharmaceutiques décident de couper dans leur budget. Parce qu'ils savent qu'en fait, justement, ces produits sont produits effectivement dans les universités, et elle est donc de facto de qualité. Parce que si celui qui cherche le plus de profit se dit qu'il peut laisser tomber sa propre recherche pour aller les acheter dans des unifs, c'est que les unifs font du bon taf. C'est gratuit pour eux en plus. Et c'est ça. En fait, le truc, c'est que les unifs, à l'ULB en l'occurrence, ils ont créé ce qu'on appelle un TTO. Et un TTO, en fait, c'est ce qui permet de bring to the market toutes les inventions qui sont faites au sein de l'université. Donc c'est les rendre marketables. En fait. Et donc c'est cool, il y a des pays de Solvay très sympas, très dynamiques, très chic et tout. Et franchement, ils sont vraiment doués de bonnes intentions et tout. Et le problème, c'est qu'en fait, systématiquement, ils perdent vraiment le rapport de force par rapport simplement au milieu des grosses corporations. Et c'est vraiment tragique de voir à quel point les produits qui sont vendus à travers en fait, le TTO de l'ULB sont complètement sous-évalués, mais abusivement sous-évalués par rapport au prix du marché en fait, que valent normalement ces produits-là. Et donc, il n'y a pas de retour non plus. Mais c'est ça, parce que je veux dire, à la base, ça part d'une position où en fait l'université, elle produit ses molécules, c'est avéré. Et de toute façon, il y a de la demande dans les entreprises. Donc, c'est clair que, je veux dire, dans un premier temps, il ne faut pas apprendre à combattre Taillot, machin, parce que, je veux dire, il faut un plan à extrêmement long terme, extrêmement bien pensé, fin et subtil, pour supplanter ce système-là qui est lamentable. Mais dans un premier temps, je pense qu'il serait quand même assez utile d'arrêter de systématiquement se mettre dans une position d'emblée, a priori, où on a déjà perdu le rapport de force. Quoi. Parce qu'on a beau sortir des payes de chez Solvay et tout, enfin, j'ai fait Solvay, je sais de quoi je parle et tout, mais ces payes, vraiment, ils perdent à chaque coup, quoi. C'est incroyable. Alors que la demande de Johnson & Johnson, de Pfizer, GSK et tout, ils sont là, ils demandent en fait ces molécules, et donc voilà, eux sont demandeurs. Je veux dire, a priori, l'université fait de la recherche fondamentale, donc eux ne sont pas offreurs, c'est fondamental, c'est pas marketable, on peut pas le vendre, quoi. C'est une molécule, je veux dire, avant ça, après ça, il faut le mettre dans des agents de texture et en faire un petit bazar, faire du marketing, corrompre un peu des médecins avant de pouvoir amener ça sur le marché, justement. Donc voilà, c'était pour revenir en fait ce dont tu parlais, au sujet de l'éducation.